Mardi 13 août 2019, 12h GMT et partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal de la RFM. Souleymane Niang. Tout de suite, les titres de ce journal. Grâce présidentielle en faveur de Khalifa Sall. Macky Sall aurait déjà acté la décision, mais un grand mystère entoure la date de publication du décret et de libération de l'ex-maire de Dakar. Selon nos sources, la présidence attendrait une demande de l'ex-maire de Dakar. Lendemain de Tabaski, pas de férié, mais c'est tout comme service minimum et maximum de permission d'absence. Pour les absences non justifiées, le ministre du Travail menace de sanctionner. À suivre notre reportage à la rue 5 de la Médina, où au lendemain de la Tabaski, il y a quand même de l'activité chez les bouchers. On vous dira pourquoi. Avec notre invité, nous ferons le bilan du marché des moutons, un bilan marqué par l'insuffisance et la cherté des béliers. Il s'agit du secrétaire général du ministère de l'Élevage. Et puis en sport, reprise de l'afro-basket féminin après la pause Tabaski avec un très attendu Sénégal-Égypte à 19h. Souleymane Niang. La décision de gracier et d'élargir Khalifa Ababacar Sall aurait été validée par le président Macky Sall. Nous tenons de sources très bien informées que le chef de l'État aurait dit oui à une grâce en faveur de l'ex-maire de Dakar. Nos sources nous révèlent également que la présidence attendrait simplement une demande de la part de Khalifa Ababacar Sall. Plus de détails avec vous, Babacar Fall. Nos sources sont formelles. Le président Macky Sall a bel et bien décidé de gracier Khalifa Sall, mais à une seule condition, que l'ex-maire de Dakar et ses avocats en fassent la demande, ce qui n'est toujours pas fait. Un membre de l'entourage proche du chef de l'État nous affirme que si Khalifa Sall écrivait aujourd'hui une demande de grâce, il ne passerait pas une nuit de plus en prison. Seulement, la décision d'accorder la grâce présidentielle n'est pas forcément assujettie à une demande. La demande de grâce est à la limite superfétatoire. L'accord de la grâce est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. La seule condition, c'est la fin des procédures ordinaires et extraordinaires dans le dossier du détenu concerné. Autre raison évoquée dans le refus de Macky Sall de faire libérer Khalifa Sall pour le moment, ces nombreux appels lancés par des associations et des personnalités pour l'élargissement de l'ex-maire de Dakar. Macky Sall n'aime pas avoir l'impression qu'on lui met la pression, nous confie-t-on. Il y a peut-être aussi d'autres raisons inavouées jusqu'ici, puisque demande pour demande, Mbaye Touré, le directeur administratif et financier de la mairie de Dakar, a écrit une demande de grâce présidentielle depuis plus d'1 an par le biais de ses avocats. Aucune suite n'a été donnée à sa lettre. Babacar Fall, dans le camp des partisans et soutiens de Khalifa Ababacar Sall, la grâce présidentielle non accordée à l'occasion de la Tabaski est diversement appréciée. Déception pour certains, là où d'autres précisent que leur combat porte plutôt sur la réhabilitation de l'ancien édile de la capitale. Georges Détidiop. Abdou Diallo est loin d'être déçu. L'initiateur et coordinateur du Front pour la libération de Khalifa Sall souligne qu'il vise plus qu'une grâce, même si l'objet de la pétition, c'était pas d'obtenir la grâce pour Khalifa Ababacar Sall. L'objet de la pétition, c'était une demande citoyenne populaire qui exigeait la libération immédiate de Khalifa Ababacar Sall et le recouvrement de ses droits civils, politiques. Donc la demande de libération des Sénégalais et des personnalités et des religieux qui pensaient qu'au moment de la Tabaski, le président de la République, en tant qu'humain, en tant que musulman, aussi en tant que quelqu'un dont les citoyens ont donné leur mandat, c'est cette population même qui pensait que le président allait être sensible, humain, pour libérer Khalifa Ababacar Sall et ses co-détenus. Et cette grâce présidentielle, Bamba Fall l'attendait pour Khalifa Ababacar Sall. Le chef de l'État n'ayant pas accédé à la requête de certains proches de Khalifa Sall, le maire de la Médina est déçu, mais remet ça. C'est vraiment dommage. Nous tous, nous avions eu espoir de sa liberté. Mais quand on a vraiment lu la liste, on n'a pas vu son nom. Vraiment, c'est ce que nous regrettons. Et encore une fois de plus, je demande au président Macky Sall vraiment de libérer Khalifa Ababacar Sall. Tout le pays a lancé la demande. Je demande solennellement au président de la République, au nom de tous ces gens qui sont derrière Khalifa, de le libérer. Parce que c'est un père de famille, il a sa famille, il a sa maman qui attend. Et tout le monde attendait ce jour-là. Donc, le président Macky Sall, encore une fois de plus, je lui demande de ne pas attendre une fête religieuse. Une grâce présidentielle, elle peut intervenir à n'importe quel moment.
pas qu'à l'occasion des fêtes religieuses en fin d'année ou à la veille de la fête de l'indépendance. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Parlons à présent du Sénégal. Après Tabaski, c'est un pays au ralenti dans presque tous ses compartiments. Pourtant, en l'absence d'un décret présidentiel à cet effet, ce mardi 13 août n'est pas un jour férié. Mais le constat est partout le même. Au mieux, c'est le service minimum. En cause, les permissions d'absence accordées pour la fête de la Tabaski, à tel point que certains responsables rencontrés par notre reporter Abdoulaye Diop plaide pour que le lendemain de l'Aïd el-Kabir soit institué jour férié. Il s'est rendu à la poste et au centre de santé du district sud de la Médina. Voici son reportage. Un jour après la fête, Dakar s'est vidé de son monde, loin des embouteillages habituels. Les rues et ruelles sont devenues si spacieuses. Beaucoup de sociétés ou services ont baissé le rideau, sauf quelques entreprises publiques ou institutions financières. Aboubakar Diagne est responsable à la poste de la Médina. Selon lui, leur statut de service public les oblige à assurer le service minimum. On a essayé d'assurer un service minimum parce qu'en général, les gens ont le droit d'aller faire la fête comme tout le monde. Voilà, on a été obligé d'accorder quelques permissions, mais on a tenu quand même à ce qu'il y ait des gens sur place pour assurer la continuité du service. Au district sud de Dakar, ce n'est pas l'ambiance habituelle. Quelques rares malades sont venus pour le rendez-vous. Ici, le personnel est sensiblement réduit, confie le docteur Jacques Ndour, médecin-chef. Le dispositif normal que nous avons l'habitude de mettre en place, donc réduit au minimum, c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup d'agents de santé quand même qui sont permissionnaires. Le service fonctionne. Le responsable de la poste pense que l'État doit réfléchir à faire du lendemain de la Tabaski un jour férié. Comme c'est une fête familiale, les gens sont obligés de se déplacer et la plupart habitent dans la lointaine banlieue où carrément il faudrait vraiment y réfléchir, voir une meilleure formule vraiment pour assurer les lendemains de fête, surtout la Tabaski. Le constat est général. À défaut d'ouvrir leurs portes, plusieurs entreprises et services assurent le service minimum en attendant le retour du personnel à partir de demain mercredi. Écoutons maintenant la réaction du ministre du Travail sur ce phénomène. Sambassi prévient ceux qui s'absentent sans autorisation, ils risquent des sanctions. Le ministre du Travail en appelle à une prise de conscience et au sens des responsabilités. Sambassi est interrogé au téléphone par El Hadj Ndiogou Dione. Nous savons tous ce que la loi dit en la matière. Si d'aventure nous étions un dimanche, le lundi d'après aurait été férié parce que la loi stipule que si la Tabaski, entre autres fêtes, correspond avec un jour tel que celui-là, un jour en fait tel que le dimanche, le lendemain serait férié. Maintenant, en l'occurrence, il y a une difficulté pour certaines personnes qui ont dû faire la fête loin de Dakar, par exemple. Si on prend le cas de Dakar, il est évident que celui qui a été à Ranérou ou je ne sais dans quelle autre partie de notre pays relativement excentré rapporté à Dakar, il est difficile de faire la fête de lundi et d'être au bureau disons le mardi d'après. Cela s'entend, mais aujourd'hui est un jour tout à fait ouvrable et les travailleurs qui n'ont pas déposé une permission qui les libère pour la journée d'aujourd'hui auraient dû en principe être à leur poste de travail. Justement, quelles sont les sanctions encourues par les fonctionnaires qui s'absentent volontairement sans permission? Vous savez, en réalité, le salaire est censé rétribuer le travail déjà fait en soi. Mais au-delà des sanctions, je crois qu'il y a une sorte de prise de conscience globale à laquelle nous devrions nous évertuer tous pour dire que ce que nous dénonçons parfois et dont nous plaignons, nous en sommes trop souvent malheureusement les principaux auteurs ou acteurs. Autrement dit, il faut que chacun d'entre nous s'impose l'exigence et se fasse un point d'honneur d'être à son poste de travail quand cela doit être le cas. Le ministre Sambassi interrogé par El Hadj Ndiogou Diene. Revenons à présent sur le marché des moutons. Certains ont eu beaucoup de mal à trouver un bélier, même quand ils en avaient les moyens. D'autres ne pouvaient simplement pas s'offrir les rares moutons disponibles tellement ils étaient chers. En tous les cas, au lendemain de la Tabaski, il n'y a pas moutons qui vivent dans les points de vente que nous avons visités ce matin à la Médina et à Fass, en passant par la Gueule Tapée. Voici le reportage de Jean-Paul Ndour. Quand sa femme lui signale notre présence, il est encore dans les bras de Morphée, à Fass Bâtiment. Le temps de se débarbouiller, Amdine Kamara, 40 ans, éleveur de moutons, explique les raisons de la pénurie.
Cette année, vraiment, il y a un déficit de moutons parce que jusqu'à 5h du mat, 6h du mat, il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient des moutons, mais on n'en trouvait pas. C'était pas le grand rush. Le boulot que le ministre devait faire pour faire entrer beaucoup de moutons, il n'a pas pu le faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Bon, ce qu'Aminata Mbengue Ndiaye avait fait pendant ces années-là. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle amenait beaucoup de moutons. Après la Tabaski, tout juste, elle allait dans d'autres pays, chercher des moutons partout. À Mauritanie, au Mali, à Dakar. Les gens, ils habitent dans des immeubles. Dans ces maisons-là, on ne pouvait pas laisser les moutons dans ces maisons. Donc, ils sont obligés d'acheter les moutons et les laisser dans les forêts. À 2 jours, tu vois les moutons là-bas. Tu vas dire acheter des moutons alors qu'il n'y a pas assez de moutons. Tous ces moutons ont été vendus. Parfois, c'est ça qui trompe les Sénégalais. Le discours est le même chez Alassane. C'est à moins de 5 heures de la prière qu'il a pu acheter un mouton de justesse. J'ai trouvé un mouton vers les 5 heures du matin. J'avais donné à mon neveu pour qu'il me cherche un mouton, mais il est allé jusqu'à Serras, mais il n'a pas retrouvé. Et vous lui avez donné combien? Je lui avais donné une somme de 60 000. Après, à mon retour, j'avais amené 20 000, donc c'était à 80 000. Avec les 80 000, je ne pouvais pas me retrouver avec un mouton, mais c'est mon frère qui m'a comblé avec une somme de 40 000 qui fait à peu près 120 000 que je me suis trouvé un mouton. Pour que les moutons ne manquent plus, à l'occasion de la fête de Tabaski, les citoyens rencontrés suggèrent au ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Samba Ndiobenka, de se mettre au travail dès maintenant en collaborant sur la question avec les pays frontaliers tels que le Mali et la Mauritanie. Jean-Paul Ndour, à ce sujet, dans un instant, nous aurons comme invité le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Mohamedou Ousseynou Sakho. Avec lui, nous ferons un premier bilan de la Tabaski du point de vue de l'approvisionnement du marché des moutons. Et puis, pour clore ce chapitre, cela peut paraître paradoxal, mais la célèbre rue 5 de la Médina, celle-là même où opèrent des dizaines de bouchers, n'a pas chômé ce matin. Il y avait des bouchers et des clients aussi. Découvrons la raison de cette activité plutôt inattendue dans ce reportage de Salif Sow. De toutes ses forces, Ali Fall, derrière son étal, s'active. Sueur dégoulonnante sur son visage, le jeune boucher a 4 têtes de mouton à mettre en morceaux. Pour dépecer une tête de mouton, les prix varient entre 1500 et 3000. À sa droite, 2 autres bouchers se tuent à la tâche. Eux s'occupent des intestins des moutons. Ça dépend, on discute avec les clients jusqu'à ce que nous tombions d'accord. Pour les intestins, c'est différent, le prix est fixé à 2000 francs. Vous voyez cette femme, elle attend la commande. Elle n'est pas la seule à venir ici en ce lendemain de Tabaski. Elles étaient 3, toutes des personnes âgées. L'une d'elles, entre ses mains, des pattes de mouton. C'est ma nièce qui s'en occupait, mais elle a déménagé. Du coup, je suis venu solliciter les services des bouchers de la Médina. Ainsi, nous décidons de quitter le marché. Derrière nous, une ambiance festive. 2 pas, 4 pas posés. Un autre boucher nous interpelle. Et oui, la viande est bien cotée au lendemain de la Tabaski. Gorassi, boucher, explique. Parce qu'il y a des clients qui viennent acheter pour donner à leurs amis chrétiens, quelque chose comme ça. Comme pour dire, le marché de la viande demeure bien épicé. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Souleymane Niang. Tout autre chose maintenant, elles sont au total 52 mutuelles d'épargne en liquidation pour cause de difficultés financières. Les différents avis de la liquidation ont été publiés dans la livraison du jour du quotidien national Le Soleil. Un des 2 syndics chargés de ces liquidations révèle que ces affaires datent de 2013 et 2014. Maître Abdou Diop est au téléphone avec El Haj Ndiogoudjena. Si on prononce la liquidation d'une société, c'est qu'elle a des difficultés financières. S'il a des difficultés financières, on prononce la liquidation des biens. C'est ce qui explique ça. Ouais, c'est des problèmes d'organisation, de difficultés financières qui expliquent ça. On ne peut plus faire face à son passif, on prend la liquidation. Expliquez-nous comment la procédure de liquidation va se passer. On
vient de faire la publication. La publication consiste à publier le jugement et faire appel aux créanciers. Les créanciers produisent leurs créances. En général, c'est des épargnants comme c'est des mutuelles. S'il y a des fonds pour des débités divers qu'on doit procéder au recouvrement, on fait ça. Après, on fait la répartition. Si on arrive à avoir des fonds, on fait la répartition. Maintenant, on clôture la procédure. Les créanciers ont la liberté maintenant de faire des poursuites individuelles. C'est comme ça que ça se fait. Pour la plupart, c'est en 2014. C'est à partir du moment où la société saisit le tribunal qu'on prononce la liquidation. Évoquons maintenant le cri du cœur des habitants de la zone de Tankanto Escale dans le Fouladou. Ces populations qui veulent sortir de l'enclavement. Elles demandent leur intégration dans les programmes comme le PUMA et le PUDC. Elles réclament également des infrastructures pour le développement de leur zone. Dans cette correspondance d'Abdoulaye Diallo. Situés à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, les habitants de la commune de Tankanto Escale sont hantés par l'enclavement de leur localité. Pendant l'hivernage, la mobilité y est presque impossible. Abdoulaye Sow est leur maire. Aujourd'hui, avec les phénomènes de l'eau de ruissellement, cette zone-là était presque inaccessible. Pourquoi les populations souvent ont tendance à brader leur récolte en anacarde? On a eu un décès dans un village, dans cette zone-là, transporter le corps dans l'ambulance. C'était tellement compliqué que nous avons pris des jeunes qui ont devancé l'ambulance, qui marchaient pour couper les branches des anacardiers pour permettre à l'ambulance de passer. Leur partenariat avec un projet américain, Celt for Life, leur permet d'avoir une piste d'une longueur de 8 km. Jean-Pierre Joaquin Mendy est ouvrier à Celt for Life. On a une piste au niveau de Tankanto Escale, comme on travaille en collaboration avec les maires. Mais cette piste représente une goutte d'eau dans une mare. C'est seulement 8 km 500 sur presque plus de 50 km de piste à faire dans la commune de Tankanto Escale. La réalisation de pistes praticables dans cette zone est d'un enjeu important. Une voie qui relie, aujourd'hui si vous voyez, qui relie différents grands villages. Vous prenez Sarayoba, Talto, Medina, Alpha Sadou, ça continue jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau et jusqu'à Tonyataba. On sait qu'il y a le grand marché hebdomadaire de Sarayoba et l'autre grand marché hebdomadaire de Tonyataba en Guinée-Bissau. C'est le moment quand même d'attirer l'attention du PUDC, du PUMA, parce que nous on est frontaliers avec la Guinée-Bissau. Avec le grand banditisme grandissant et la porosité de cette bande transfrontalière, la réalisation de pistes praticables dans cette zone doit être priorisée. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. À Saint-Louis, des initiatives sont prises pour lutter contre la déperdition scolaire dans la langue de Barbarie. Et nous parlons éducation. Cela fait suite aux conséquences de l'érosion côtière qui est à l'origine de la fermeture des écoles Abdoulaye Mbeng, Khali et Cher Touré. La construction de 2 salles de classe à l'école élémentaire du quartier Hydrobase est engagée par de jeunes volontaires de l'association Avenir Jeunesse. La correspondance de Mohamed Nabissila. L'école primaire du quartier Hydrobase est en chantier pour tout le mois d'août avec la construction de 2 salles de classe. Une initiative de Avenir Jeunesse qui vise la lutte contre la déperdition scolaire à Guet-Ndar, selon Babacar Gaye. L'objectif étant, bien entendu, de faire face à la déperdition scolaire, construire de nouvelles salles de classe. Vous êtes sans savoir que la mer menace, les salles de classe tombent. Pendant ce temps, les enfants sont dans la rue. Et pour faire face à ce fléau naturel, on construit des salles pour éviter qu'il y ait des enfants dans la rue sans éducation. Et Bakary Koulibaly, éducateur spécialisé qui dirige le groupe de 13 volontaires français, inscrit l'action dans une continuité. Nous, l'association Avenir Jeunesse, au final, on reprend le relais de ce travail qui a déjà été fait. À mes yeux, ce qui va être très important, c'est qu'il y ait une continuité. Je vais de toute façon me servir de cette expérience pour pouvoir la transmettre. D'autres actions antérieures ont déjà permis la construction de 10 salles de classe à l'école de Gorumbach et des appuis en médicaments, comme c'est le cas pour le dispensaire de Guet-Ndar. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et puis après le mouvement d'humeur des commerçants du marché central de Ndiaganiao dans le département de Mbour, la municipalité de la localité a débloqué 14 millions de francs CFA pour la réhabilitation de ce marché. 60 cantines sont déjà fonctionnelles, nous dit notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo.
Depuis plusieurs années, des commerçants de Ndiaganiao dénonçaient leurs conditions de travail au marché central de la commune. La municipalité a débloqué près de 14 millions de francs CFA pour réfectionner ce marché. Gana Nying, maire de Ndiaganiao. Un marché qui a été bâti depuis les temps coloniaux, qui n'a jamais été réhabilité, qui était d'ailleurs dans un état délabré pendant plus de 20 ans. Nous avons eu l'idée, dès notre arrivée à la tête de la commune, de la remettre à neuf. C'est ce que nous avons réussi grâce au fonds de concours de l'État pour réhabiliter les 2 halles de marché. Dans le premier hall, nous avons 32 places pour les vendeurs de légumes. Dans l'autre, pour une poissonnerie, où nous avons 28 places. L'autonomisation des femmes est aussi un autre problème dans la commune. Des habitants de la localité contribuent dans le développement. Dr Teningsen, directrice du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. Ce moulin à mil qu'on vient d'attribuer aux femmes de Tchandine, grâce à l'appui de la direction des PME au ministère du Commerce, a quand même 2 finalités. Premièrement, c'est aider à la réduction de la pénibilité des tâches des femmes. Deuxièmement, aussi en termes d'autonomisation des femmes, le moulin peut ramener des ressources. Mais le vrai problème des habitants de Ndiaganiao reste aussi la réfection de l'axe Sandiara-Ndiaganiao. Ces habitants comptent énormément sur l'État. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. RFM Sport. À midi et 20 minutes, le journal des sports. Bonjour et bienvenue à Malal Junior Diagne. Bonjour Suleiman et merci beaucoup. Afrobasket, reprise de la compétition ce matin à Dakar Arena. Alors, il y a 3 rencontres qui sont prévues à Dakar Arena. D'abord à 14h avec l'Angola qui va défier l'équipe du Congo. À 16h30, le Cameroun va jouer contre l'équipe tunisienne. Là, à l'instant, à 11h30, on a démarré le premier match de la journée. Une rencontre qui oppose à Dakar Arena le Kenya au Cap-Vert. Les Cap-Verdiennes qui veulent finir première de leur groupe pour se qualifier directement en quart de finale. La rencontre a démarré il y a à peu près plus d'une 50aine de minutes. Nous allons retrouver à Dakar Arena Salif Gueye de IGFM. Salif, bonjour. Bonjour Malal. Alors, on joue pour la reprise entre l'équipe du Kenya et le Cap-Vert. Comment se passe la rencontre? Effectivement, Malal, c'est la reprise aujourd'hui du côté de Dakar Arena après une journée de pause hier en raison de la fête de Tabaski. Actuellement, c'est le Mozambique qui joue contre le Cap-Vert. C'est juste à l'instant, nous sommes à la mi-temps, à l'instant même. Mais c'est le Mozambique qui mène par 27 à 21. Pas un gros écart, mais retenez que le match est un peu serré et qu'il n'y a pas une bonne ambiance parce que bon, c'est pas peut-être qu'on a peut-être d'ici 2 ou 3 heures avant le match du Sénégal, le public viendra un peu plus nombreux. Mais retenez pour l'instant que c'est le Mozambique qui mène par 27 à 21 devant le Cap-Vert. C'est un match qui va, qui va compter pour la première place parce que les 2 équipes ont gagné leur première rencontre. Maintenant, elles cherchent, elles visent la première place du groupe D. Voilà. Voilà, Salif, merci Salif Gueye. Donc, on rectifie, c'est donc le Mozambicain qui est l'équipe favorite de la poule D qui joue contre le Cap-Vert. Les 2 équipes comptent le même nombre de points. Elles ont toutes les 2 battu le Kenya. Donc, on joue pour une place, pour la première place du groupe. Nous allons revenir là-dessus. Souleymane, on va poursuivre avec également le Sénégal. Le Sénégal qui jouera à 19h face à l'Égypte. Le Sénégal qui a battu lors de la première journée, c'était samedi dernier, la Côte d'Ivoire par 41 points d'écart, va jouer contre l'équipe égyptienne. Objectif pour les Lions, gagner pour faire plaisir au public, mais également gagner pour finir à la première place de la poule A. Anne-Marie Dior, ancienne capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, sur comment les Lions doivent aborder cette rencontre. Nous avons joué en tournoi avant la CAN, mais c'est différent. Il faut une très bonne défense et une grande solidarité. Et les Lions respectent les consignes de l'entraîneur. Elles doivent surtout prendre très au sérieux les matchs. Bonne chance, les Lions. Voilà, une rencontre à jouer avec sérieux pour finir à la première place. Match également Souleymane à suivre en direct sur RFM. Prise d'antenne 18h45. Parlons maintenant de Neymar pour finir.
Neymar, qui est à l'origine et au centre de tous les débats en France. Un banderole lui demandant de quitter le club de la capitale française lui a été servi par les supporters à l'occasion de la première journée dimanche dernier. C'est tout le contraire en Espagne, où les deux grands clubs de la Liga espagnole, à savoir le Real de Madrid et l'équipe de FC Barcelone, se battent pour l'enrôler. Plus de détails avec Salif Sow. De toutes ses forces, Ali Fall, derrière son étal, s'active. Salif Sow, que nous allons retrouver avec la technique. Salif donc, qui nous parle de Neymar, qui est au centre de tous les débats en Espagne. Rejeté à Paris, accepté en Espagne. Les deux géants espagnols se sont lancés dans un mano à mano pour récupérer l'attaquant brésilien du PSG, une véritable prise de guerre. L'information a fuité lundi en début d'après-midi. Juan de Dios Crespo avait été reçu dans le bureau du FC Barcelone. Il y avait déposé la clause d'un certain Neymar en 2017 pour lui ouvrir les portes du PSG. Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone jouent des coudes pour ne pas voir l'attaquant brésilien s'engager, c'est l'ennemi. Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone jouent des coudes pour ne pas voir l'attaquant brésilien s'engager chez l'ennemi, au PSG, il demande à Neymar de se casser. Jamais donc, on a joué sans lui, on a gagné 3-0, c'était dimanche dernier. Et il y a à la pointe de l'attaque de l'équipe de la capitale un certain jeune Français du nom de Mbappé qui fait des merveilles. Merci Malal Diagne Junior. RFM, l'invité. Notre invité est monsieur le secrétaire général du ministère de l'élevage, monsieur Mohamedou Sakho. Bonjour. Bonjour, monsieur Zerman. Merci d'être avec nous ce midi pour parler un peu de la Tabaski du point de vue de l'approvisionnement du marché. Vous avez entendu les complaintes ici et là sur la cherté des béliers. Quand on a pu en trouver, parce qu'on parle aussi de déficit en termes d'approvisionnement. Vous aviez annoncé un besoin national de 810 000 moutons. Avez-vous atteint cet objectif et cela a-t-il suffi pour toutes les bourses et tous les besoins? Bon, pour toutes les bourses, je ne saurais pas le dire, mais pour l'objectif des 810 000, ça, nous l'avons bien atteint. Maintenant, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de moutons de case qui coûtent excessivement cher. Donc, pour le moment, le décompte que nous avons fait dans les régions de Dakar, Ziguinchor, Matam, Kolda et Kaolack, pour le moment, il y a déjà 1514 moutons d'invendus. Et bien, il faut le dire, la plupart, ce sont des moutons de case. Et donc, qui sont relativement chers. Voilà. Donc, je crois que le niveau a été bon. Il y a le fait qu'il y a certains qui ont attendu au dernier moment. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme les années précédentes, où il y avait eu beaucoup d'invendus, c'est-à-dire le marché était inondé. Par exemple, aujourd'hui, on parle de 1514 dans 4 à 5 régions, c'est quand même... Dans 5 régions. Oui. Mais par exemple, je vous dis, en 2016, dans l'ensemble, c'était 37 316 invendus. En 2017, 155 000 invendus. En 2018, 124 000 invendus. Donc, vous avez vu, plus de 124 000. Donc, les éleveurs, compte tenu de cette ils ont tiré des leçons de cette situation, qui véritablement, après, c'était très difficile pour importer les autres, ils ont baissé le nombre qu'ils ont amené, le nombre qu'ils ont importé. C'est seulement ça qui est à l'origine un peu, donc, de cette tension que nous avons vue dans certaines zones, et du fait que également la production d'argent a augmenté, mais a augmenté surtout avec les moutons de case. Nous, c'est le constat que nous avons fait. Mais à ce moment-là, où se trouve le problème? Vous nous dites que les 810 000 qui étaient visés ont été amenés sur le marché. Et malgré tout, on entend quand même des gens qui disent soit c'était trop cher ou ils n'ont même pas pu en trouver. Qu'en est-il de la répartition géographique des moutons? Par exemple, là, vous avez amalgamé 5 régions, dont Ziguinchor, où on sait que l'approvisionnement a été très problématique. Très problématique. Vous savez pourquoi? Parce que mais il faut dire aux gens d'y aller. Quelqu'un, il part à Ziguinchor cette année, il a un problème. Mais l'année prochaine, tu dis aller, mais il ne va pas parce que ce n'est pas l'État qui dit, oh, regarde, nous, on négocie avec eux. Il y a de grands hommes, on dit que
vraiment, il faut approvisionner ce genre. Mais quand ils le font, ils ont des problèmes, mais ils ne le font pas. Maintenant, retenez-vous bien que Ziguinchor a été approvisionné à partir des reliquats de la Gambie qui venaient du Sénégal. Ça veut dire que les Gambiens ont été 28 animaux ici, qu'ils ont amenés en Gambie, et c'est ce reliquat qui a permis d'isoler Ziguinchor. Ce qui est paradoxal, là, effectivement. C'est paradoxal. Ça veut dire que les gens attendent au dernier moment, les autres s'approvisionnent, parce que les Gambiens, mais ils attendent que le Sénégal, donc vraiment mettre en place les batteries de mesure, que les moutons viennent et que les gens viennent s'approvisionner. Donc tous les gens qui attendaient la dernière minute pour acheter des moutons et qui étaient gagnants les années passées, mais ont eu des problèmes cette année-ci. C'est simple. Mais qu'est-ce que le ministère a fait pour quand même éviter ces problèmes? Parce que vous avez quand même une responsabilité. Vous avez entendu certains pointer du doigt la responsabilité du nouveau ministre de l'élevage, parce qu'auparavant, on n'avait pas ce problème. Et voilà qu'il arrive et qu'on a des problèmes d'approvisionnement. Vous savez, monsieur, moi, je ne sais pas la chance ou la malchance. Depuis 89, chaque année, les postes que j'ai eu à occuper, je suis en plein dans l'opération TASC. Franchement, nous avons un mode opératoire. Et le ministre a suivi le mode opératoire tel que nous l'avions établi. Il a été dans les pays. Il a parlé aussi bien aux Maliens qu'aux opérateurs mauritaniens. Il a parlé aux opérateurs sénégalais. Il a même apporté plus d'appui en aliment que les années précédentes. Mais les gens, le seul problème, il y a eu beaucoup d'invendus les trucs passés. Et les gens avaient, par exemple, l'année passée, on entendait 750 000 moutons, il y a eu 980 000 moutons qui sont venus. Mais c'est ça le problème. Il y a eu un surplus, mais les gens disent qu'on ne peut pas amener autant, il y a des pertes, mais nous, on va limiter le nombre que nous allons apporter. C'est simple. C'est simple. Et comme je dis, malheureusement, c'est les deux pays de l'UEMOA, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont les plus forts économiquement, qui sont ces problèmes d'approvisionnement en petits ruminants. Simplement parce qu'ils ont une population beaucoup plus importante que les chefs de petits ruminants qu'ils ont. Certains évoquent des questions de sécurité pour les éleveurs mauritaniens et maliens, vu le contexte sécuritaire dans la sous-région. Est-ce que cela a impacté sur l'approvisionnement? Bon, ça je ne saurais le dire. Mais ce que je peux dire, ça veut dire que véritablement tous les opérateurs qui sont passés, dès qu'ils rentrent au Sénégal, vraiment il n'y a plus de problème. Parce que monsieur le ministre, en faisant le déplacement, donc aussi bien en Mauritanie qu'au Mali, donne toutes les garanties. Et à cette occasion, donne tous les numéros de téléphone des services de l'élevage, donc allant du poste vétérinaire, donc au plus haut niveau, pour qu'en cas de problème, que les gens nous appellent. Et je crois qu'on reste alerte pendant vraiment toute la nuit, et à chaque fois que le besoin nous intervient. Et j'avoue que eux-mêmes, ils le disent qu'à partir du Sénégal, ils ont moins de problèmes. Maintenant, c'est pas le reste. Parce que c'est beaucoup de tracasseries. Et malheureusement, la zone de libre-échange, il faut qu'on y travaille, c'est trop de tracasseries. Mais j'avoue que le seul problème que nous avons eu, véritablement, il y a eu beaucoup de moutons de case, il y a eu moins d'importations. Oui, mais certains, justement, déplorent cette dépendance trop forte des marchés maliens et mauritaniens. Qu'est-ce que le ministère fait pour que le marché sénégalais soit approvisionné par les éleveurs sénégalais? Vous savez, moi, je suis un technicien. Ça veut dire qu'on ne peut pas être 15 millions d'habitants, avoir environ 6 millions de petits ruminants. Les petits ruminants, ce sont des mammifères comme nous. Nous nous reproduisons de la même manière. Et à chaque naissance d'un musulman, il faut tuer un bélier. Et qu'ensuite, à la Tabaski, qu'on ait le nombre de béliers, parce que les béliers sont déjà à tuer. Il nous faut aller s'approvisionner. C'est ce que je dis. Économiquement, on n'est pas plus fort que la Côte d'Ivoire. Mais les animaux de la Côte d'Ivoire viennent du Mali, viennent du Niger, viennent de la Mauritanie. C'est des pays pauvres. Par exemple, vous prenez la Mauritanie. Ils ont 11 millions de petits ruminants, ils ont 3 millions 500 000 de personnes. Mais c'est un pays pourvoyeur d'animaux. Le Mali, c'est la plaque tournante du commerce du bétail. Donc, nous, ce que nous faisons... Avec le Mali, on a à peu près le même profil démographique quand même. Ils sont même plus nombreux que nous. Mais ils ont plus de petits ruminants. Et ils ont plus... le territoire est beaucoup plus grand. Plus d'1 million de kilomètres carrés, effectivement. Ils ont pratiquement le double de ce que nous avons en petits ruminants. Et ils sont frontaliers au Niger, qui a 35 millions de petits ruminants. Est-ce que vous avez vu? Donc je dis, le Mali, c'est la plaque tournante du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest.
Une dernière question par rapport au prix des animaux. Au Sénégal, on réglemente, on décrète des prix pour beaucoup de denrées, l'oignon, le prix aux producteurs, l'arachide, tout est réglementé, sauf les moutons. Et certains proposent qu'on fixe des prix planchers et des prix plafonds pour les moutons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est faisable? Non, mais il faut beaucoup de négociations. Parce que c'est l'oignon, le riz, ce sont les mêmes techniques que vous prenez. Mais vous prenez le mouton dans la zone sylvopastorale, le mouton élevé à Dakar, le mouton élevé à Tamba, ce n'est pas le même coût. C'est possible de le faire c'est possible, mais en tout cas, en Afrique de l'Ouest, pour le moment, il n'y a pas un pays qui l'a fait. Peut-être même le Sénégal, dans les années, je crois bien, 90, 91, on avait fait l'expérience dans la région de Kaolack où on avait catégorisé. Mais c'était ça, des éleveurs ayant le même modèle d'élevage. En ce moment, moi, j'étais l'inspecteur là-bas. Ça veut dire que c'est des éleveurs qui avaient donc le même modèle d'élevage. On avait pu déterminer les coûts. Mais ici, les facteurs de production sont très différents d'une zone à une autre. Par exemple, vous prenez l'année passée, par exemple, le coût de production de l'animal était beaucoup moins cher que cette année, où il n'y a même pas de pâturage. Donc, c'est quelque chose de très difficile parce que c'est en fonction du pâturage, en fonction de l'alimentation. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est vraiment une réflexion, une négociation avec les opérateurs. Oui. Parce que c'est très difficile. C'est ce que je dis souvent. Vous prenez un animal, vous le mettez à Dakar, c'est en moins de 400 à 500 francs peut-être d'alimentation par jour. Puis les entretiens, tu le fais pendant une année, mais c'est exorbitant. Mais je dis que même il y a certains, quand ils vendent, peut-être c'est l'argent globalement qu'ils ont à la fin, mais quand ils font bien le calcul, peut-être même ils ont dû laisser des prix. Donc ce que je dis véritablement, l'État, la production, c'est quelque chose qui est libéralisé. Ce sont les opérateurs qui amènent les moutons. L'État met le cadre. Nous avons mis véritablement le cadre. Tout ce qui devait être, nous l'avons fait. Le ministre a été quelquefois dans les mains jusqu'à 4 heures du matin pour surveiller est-ce qu'il y a de l'excès, est-ce qu'il y a la sécurité appelée. C'est ce que l'État peut faire. Ça veut dire que l'État, c'est le cadre qu'il met en place. Maintenant, c'est aux producteurs vraiment, aux producteurs, aussi bien sénégalais, d'autres, véritablement de venir. Mais également, il faut le dire. Par exemple, vous prenez la région de Ziguinchor, mais on ne peut pas, par exemple, dire que les opérateurs là-bas sont tellement entêtés qu'ils n'ont pas payé, qu'ils ne peuvent pas faire d'opération. Il faut que les gens approvisionnent Ziguinchor. Mais j'ai été très étonné. J'ai dit que non, les gens, quand ils font des prêts, ils doivent les payer. L'État a mis en place un système de crédit, ou nulle part, même un système d'assurance qu'il n'y a pas. Mais il faut que les gens l'utilisent, mais qu'ils payent les crédits, qu'ils puissent à temps véritablement faire des productions et satisfaire les régions. Mais si toute la région sud attend que des animaux leur viennent du nord et qu'il y a des erreurs, c'est ça, il y a le problème. Donc, surtout pour une région qui était connue pour sa fameuse race Ndama. Il y a race Ndama qui a beaucoup de sous-produits agricoles, mais il faut que ces producteurs s'engagent véritablement mais pour s'engager, il faut payer les dettes que vous avez. Parce que si vous ne payez pas, l'État ne va pas vous donner de l'argent. Donc c'est des problèmes que nous avons. Ça, c'est pas la raison de l'État. Moi, je crois que si on fait une analyse, nous sommes dans la sous-région, on circule. Quand on fait une analyse, nous faisons pour l'État fait beaucoup d'efforts. Je crois en termes d'encadrement, de système financier, d'assurance. Moi, je crois que c'est aux producteurs de s'engager. Maintenant, ce n'est pas simplement l'État et le producteur, mais je crois que l'acheteur également doit avoir sa stratégie. Mais Parfait. Quand on laisse jusqu'à la dernière minute pour acheter, mais tu peux gagner quelquefois, mais quelquefois tu peux perdre. Et c'est ce qui se passe cette année. Merci beaucoup, M. Mohamedou Ousseynou Sakho, secrétaire général du ministère de l'Élevage. Nous prenons date avec vous pour un bilan un peu plus exhaustif par rapport aux invendus et par rapport à l'approvisionnement général du marché. Merci d'avoir répondu à nos questions et Deweneti à vous. Merci. Merci à vous également d'avoir écouté ce journal qui arrive à son terme. Un dernier rappel des titres. Grâce présidentielle en faveur de Khalifa Ababakar Sall, Macky Sall aurait déjà acté la décision, mais un grand mystère entoure la date de publication du décret et celle de libération de l'ex-maire de Dakar. Selon nos sources, la présidence attendrait une simple demande de l'ex-maire de Dakar. Lendemain Tabaski, pas de férié, mais c'est tout comme service minimum et maximum de permission d'absence. Pour les absences non justifiées, le ministre du Travail menace de sanctionner. Et puis vous avez suivi notre reportage à la rue 5 de la Médina, où au lendemain de la Tabaski, il y a quand même de l'activité chez les bouchers. On vous a dit pourquoi.
À la mise en onde de ce journal, Aliouba. Excellent après-midi, bonne suite des programmes et bon appétit et devinati à tous.